Merci de venir nous rejoindre. Alors, cher Nicolas, vous ne négligez pas la réflexion, mais il semble que vous privilégiez avant tout l'action. Votre expérience se transpire votre envie de faire et de bien faire. En tant qu'ingénieur, vous vous employez à éclairer les choix permettant de passer des vulnérabilités à la résilience climatique par des actions et projets concrets. Nicolas, vous avez l'expérience du travail avec les acteurs économiques, les collectivités et la société civile. Expérience acquise en France et à l'international, n'est-ce pas? En cabinet de conseil, puis dans une association environnementale et humaniste, vous structurez votre action selon 5 domaines d'intervention. L'eau et l'océan, l'alimentation, ville et territoire durable, économie circulaire, coopération et solidarité, rien que ça. Vous venez de publier un livre qui est d'ailleurs Repenser la planète, repenser avec un A, comme dans pansement. J'ajouterai donc dans la même veine que vous aimez engager des bras de fer, F-A-I-R-E, avec vos interlocuteurs. Le livre de Pierre Lafitte s'intitule L'action à la sœur du rêve. Vous êtes bien aligné, me semble-t-il. C'est de ça l'attend votre intervention. Elle est à vous. Grand merci. Et tout d'abord, je voudrais vous dire à tous les deux et à toutes et tous dans la salle à quel point je suis honoré à la fois de la qualité de ce colloque, du thème de cette année, j'y reviendrai, est-ce que le monde est sérieux? Et on a entendu les propos de Francis Cabrel qui ont résonné à nos oreilles, et du prisme. Et j'ai plaisir à vous remettre donc ce Repenser la planète pour Esprit Lafitte. Il y a quelque chose qui m'imprègne énormément dans ce colloque, c'est l'indiscipline. Bon, j'ai moi-même été un élève turbulent dans la préparation d'aujourd'hui, je vous prie de m'en excuser, mais on est dans une logique de transversalité positive. C'est pour ça que je préfère l'indiscipline, le fait de venir toutes et tous dans la salle en étant très compétents dans vos domaines de compétences respectives, mais que ce qui nous anime, c'est cette idée de faire terre ensemble. Et pour la première fois, je crois, cette année, on a des badges en rouge et vert. On est en train de parler de l'urgence environnementale et de la santé en même temps. Et ça n'est pas un même temps du discours et de l'inaction, mais vous l'avez signalé, c'est un même temps, au moins pour ce qui nous anime cet après-midi, qui est le temps des transitions. Si on est dans cette phase et dans cette urgence de transition, et normalement, je crois que j'ai des transparents qui vont venir en appui de ce que je dis, c'est que nous sommes dans une logique où les effets du dérèglement climatique sur la météorologie, le climat et le quotidien sont perceptibles par tous. Et au-delà des scientifiques qui nous ont alertés quand même depuis 1950 et le Club de Rome, on commence à comprendre très concrètement ce que ça signifie. Peut-être que vous n'avez pas regardé la météo et que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il faisait 50 degrés en Irak. C'est un petit peu plus compliqué d'être passé à côté des incendies catastrophiques au Canada. Et la bulle de chaleur qu'on a actuellement sur une grande partie de la France devrait nous alerter, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Avec les effets de la pollution et de la mauvaise qualité de l'air, on a des problèmes à respirer dans un certain nombre de métropoles, dont Marseille aujourd'hui, et on est en train de prendre des décisions un petit peu drastiques parce que visiblement, on a raté politiquement le virage de la conquête de la qualité de l'air. Petite parenthèse au passage pour ceux qui travaillent sur les politiques publiques. Aucun des députés qui ont voté contre les ZFE n'avait modélisé les impacts d'une telle décision. Il paraît qu'on a fait ça dans un paquet législatif pour gagner 60 milliards d'euros. Le seul fait d'avoir supprimé les ZFE va coûter 10 milliards d'euros de pénalités directes avec l'Europe, plus la requalification par l'Europe de tous les projets de décarbonation, que ce soit en région nord ou que ce soit en région sud. Donc là, on voit cette interdépendance parce qu'elle a de dramatique quand on va dans le mur, mais la partie que j'ai envie de développer cet après-midi, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un chemin
et une feuille de route commune. Et quand on regarde les effets climatiques du dérèglement climatique, vous connaissez ces schémas par cœur, on est dans un hotspot de la transformation en Méditerranée. D'une part, parce qu'on subit d'une manière assez importante les effets cumulés de la montée des eaux, de la fonte des glaciers, des changements de modèle agricole, mais aussi, et on le dit trop peu souvent, parce qu'on a l'expérience d'une transformation et d'une reconquête positive. Et je vais gagner un petit peu de temps pour la suite en revenant sur les enjeux océans, où on s'est rendu compte en Méditerranée que quand on prenait soin de la biodiversité, on arrive à avoir des effets régénératifs sur une période de 3 à 10 ans. L'eau est redevenue une eau d'une qualité, d'une très bonne qualité, n'ayons pas peur des mots, pour la baignade dans des métropoles comme Nice ou comme Marseille, où c'était vraiment pas gagné il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. On s'aperçoit quand on fait des aires marines protégées de grande qualité aux standards internationaux que l'effet régénératif est au rendez-vous, et pourtant, on est toujours dans les citations et pas dans l'action. Je n'ai aucune vocation à commenter Nice au quotidien, mais on se rend compte qu'il y avait énormément d'ambition sur ce 3e forum de l'UNOC, forum des solutions, et que pour chercher les solutions, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que c'est à nous tous et à ceux qui ne sont pas dans la salle d'arriver à les trouver, parce que ce n'est pas la déclaration de fin des forums qui va les trouver, et même sur des sujets simples comme le triangle Pélagos, où on a une biodiversité formidable à portée de rame, on est toujours en train de ramer pour en faire une aire marine protégée aux meilleurs standards internationaux. Quelles sont d'ailleurs les menaces qui pèsent sur le vivant, et de travailler sur l'angle de repenser la planète, comme vous avez eu la gentillesse de le souligner, avec ce penser du pansement, donc à la fois avec de l'affection et en regardant sur le vivant tout autant qu'on regarde sur les écosystèmes, est absolument essentiel. Et autant on est parti dans un travers où parler environnement, c'est parler écologie c'est un point de vue politique, et donc on peut contrer sans référence à la science ou sans référence à la matérialité des choses, autant quand on parle de la santé de toutes et tous, quand on parle de la nature, de biodiversité, c'est souvent beaucoup plus concret dans l'esprit des gens. Et on pose la question, en fait, à des chercheurs, tout autant qu'à la population, de quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité, et on se rend compte qu'on a une priorité agriculture et aquaculture, une priorité utilisation des ressources biologiques, une priorité intrusion et perturbation humaine, modification des systèmes naturels, développement résidentiel et commercial, espèces envahissantes, pollution. On est en train de parler de notre quotidien. Et non seulement on parle de notre quotidien, mais on parle de notre quotidien d'une manière qui interpelle les gens. Et j'ai été très, très impressionné ce matin par la qualité des propos qui ont été tenus, notamment dans le domaine endocrinologique et médical. Et je voudrais rappeler quelques évidences que je précise et qui sont entièrement sourcées dans mon ouvrage. L'espérance de vie en France est en train de stagner ou de décroître légèrement. L'espérance de vie en bonne santé en France recule. Et déjà, ça devrait nous interpeller un tout petit peu dans la notion du sens qu'on donne au progrès et de la direction du progrès, mais regardons ce qui se passe par décile. Si vous avez 70 ans, vous allez probablement avoir les maladies de vos parents 1 ou 2 ou 3 ans avant, et les progrès de la science feront que vous allez trouver des outils technologiques, des exosquelettes, des machins et des trucs, ou un accompagnement humain, même s'il est mis à mal par les équilibres budgétaires, pour lié à ceci. Une personne qui a aujourd'hui moins de 50 ans a plus de 2 chances sur 3 d'être affectée dans sa vie quotidienne par un problème de santé qui est directement lié aux effets du dérèglement climatique, à l'eau, à l'alimentation et au sol, et perdra à peu près 5 ans d'espérance de vie. Juste avant la pause, on a beaucoup parlé de la sexualité des poissons, mais je vais un petit peu casser l'ambiance. C'est qu'une personne qui a moins de 25 ans aujourd'hui
homme ou femme, a vraisemblablement une fertilité qui est de l'ordre de 20% de la génération d'il y a 50 ans. Il y a probablement une affection climatique qui la touche ou qui le touche personnellement et dans son corps qu'on peut directement connecter à l'alimentation, à la pollution, à la qualité de l'eau et des sols. Et c'est là où on comprend très bien le How dare you de Greta Thunberg et des générations qui sont derrière elle. Parce que la compréhension de la génération Z vis-à-vis de l'environnement n'est pas du tout les mêmes que dans les autres générations. Et on a vécu dans les écoles d'ingénieurs et de commerce des mouvements de rébellion où effectivement les étudiants disaient « vous n'êtes pas en train de nous former, vous êtes en train de nous déformer par rapport à un modèle qu'on considère comme pas pertinent pour envisager l'avenir ». Et si on parle d'envisager l'avenir, eh bien, ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre individuellement et collectivement, au-delà du climat, et c'est là où l'interaction climat et santé et se poser la question du sérieux, mais aussi la question du stress et du bien-être et du vivre bien, est quelque chose d'absolument important. Parce qu'on a 3 horizons de temps qui ne sont pas du tout les mêmes. Le temps de la réponse d'urgence et du sens des priorités. Qu'est-ce que je fais quand on a découvert effectivement qu'autour de la fonte des glaciers, on avait des catastrophes majeures qui se posaient dans les Alpes et que même la Suisse, qu'on trouvait hyper bien organisée, arrive à avoir Zermatt qui est coupé du monde pendant plusieurs semaines et qui ne se remet toujours pas de ce qui se passait en avril, des inondations catastrophiques dans le Val d'Aoste et la liste des urgences de ces dernières semaines à moins de 300 km d'ici est particulièrement importante. L'autre sujet qu'on a trop souvent vécu comme un sujet purement de sécurité publique, c'est la question du vivre ensemble et des cohésions. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les grands projets de transformation et de métamorphose rassemblent du début à la fin avec des équipes qui co-construisent et pas avec des équipes de supporters contre ou pour ? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des projets, notamment dans les vallées alpines, et ça va être un des défis des JO de 2030, mais aussi sur le littoral, qui unissent toutes les générations et qui sont capables de durer et qui ne génèrent pas de troubles à la sûreté et à la sécurité publique et de dégradation des installations. Et enfin, en liminaire et en trame de fond, cette notion de pollution des écosystèmes et des santé humaines. On a une méthodologie qui est absolument formidable, qui est en train de se développer parce qu'elle apporte des solutions à tout ceci, et c'est celle que je voulais partager, c'est One Health, ou une approche en santé globale. Ça n'est pas une méthodologie de plus, et ça n'est pas une méthodologie hors sol. Elle a été au début certes initiée par des vétérinaires, mais en s'inspirant complètement des travaux du Club de Rome. Elle intègre tous les objectifs du développement durable et les limites planétaires, tout autant d'ailleurs les plafonds environnementaux que les planchers sociaux, puisqu'elle s'intéresse à la santé collective et individuelle. Et comme les limites planétaires, on est capable de mettre des indicateurs quantitatifs derrière des démarches qualitative. Cette approche aujourd'hui est extrêmement travaillée par les universités de Lausanne et de Genève. Il y a un collectif européen de plus de 40 villes, dont Strasbourg et Lyon, et peut-être que la métropole de Nice va le rejoindre, qui s'inscrivent en santé globale. Et en ce qui me concerne, je viens de passer quelques mois en Polynésie pour faire en sorte que la Polynésie ait les moyens de devenir le premier pays au monde qui s'inscrive dans une démarche en santé globale à l'initiative de son gouvernement. Il appartiendra au gouvernement et à l'Assemblée de Polynésie de voir si on peut convaincre et si possible avoir l'unanimité sur le sujet. Ça nécessite quand même, d'une manière très concrète, de changer d'attitude, et c'est là où on est vraiment dans des transformations pour arrêter de réparer le pansement, on y revient, mais pour être dans une logique de prévention, d'interaction, où en fait la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes sont très liés, mais aussi où on réapprend à être responsable de nos actions et
à anticiper et à regagner. Et d'ailleurs, j'ai été très impressionné, parce que je n'ai moi-même pas eu le courage de le faire, de voir quelques-unes et quelques-uns d'entre vous qui, ce midi, sont allés courir pour se maintenir en bonne santé. Pour ce faire, il est important d'avoir des clés pour agir, l'éducation, la transversalité et le fait que les disciplines se parlent, et pas seulement pour se comprendre, mais aussi pour coopérer. Et c'est quand on arrive à réunir ces attitudes qu'on passe dans une phase d'anticipation. Et là, vous vous dites, il est probablement très conceptuel, et si ça se trouve, il est même en train de devenir un peu long, mais non, tout va bien. Mais de quoi est-ce qu'on parle concrètement ? Le premier sujet sur lequel on peut agir comme ceci et qui nous réunit tous les jours, c'est la seule ressource non substituable nécessaire à la vie. Et vous avez compris que j'ai parlé de l'eau. À la fois dans une logique de sobriété, d'une meilleure gestion qualitative, de travailler sur les cycles régénérants de l'eau et les solutions bio-inspirées, mais aussi de s'assurer d'un partage équilibre de la ressource et d'un bon signal-prix qui nous renvoie dans le principe pollueur-payeur et non pas polluer-consterneur. Deuxième sujet, la question d'alimentation et de mode de vie, dans une phase qui n'est pas forcément une phase uniquement prescriptive qui consiste à faire le rabat-joie et à dire « ne mangez pas », mais une phase de réappropriation où actuellement, en France, on est à 15% d'autonomie alimentaire à l'échelle de la région, là où nos voisins suisses sont à 60% d'autonomie alimentaire garantie par la Constitution à l'échelle du canton, et nos voisins italiens sont vraisemblablement de l'ordre de 40% d'autonomie alimentaire garantie à l'échelle de la province ou de la région. L'autre sujet sur lequel il faut absolument travailler en indiscipline, c'est la vigilance sanitaire. Certains d'entre vous mangent régulièrement du poulet et du saumon qui sont traités en antibiotiques préventifs, et souvent on en mange plus à l'échelle du mois des antibiotiques qu'on n'anticipait pas comme étant préventifs sur l'humain, que dans ce que va vous prescrire une ordonnance de médecin quand vous aurez un problème, d'où les problèmes d'antibiorésistance et le fait d'être très stressé actuellement par rapport à ce qui se passe sur les bactéries miroirs. L'autre sujet, qui peut sembler extrêmement prétentieux, et donc je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est la transformation écologique des pratiques de la vie courante en santé. Et désolé de le dire comme ceci d'une manière un petit peu provocatrice, c'est que le sujet est trop sérieux pour être laissé à des seuls médecins. La santé publique est l'affaire de toutes et tous en transparence. Et, votre agriculteur, la manière dont vous allez faire du sport, etc., a un effet complémentaire sur lequel on peut jouer collectif avec les médecins, et donc on travaille avec des collectifs de médecins pour ce faire. Et là aussi, on a énormément à apprendre de la donnée dès lors qu'on sait quoi demander à qui pour obtenir quoi. Je reviens ici sur un schéma qu'on a développé notamment avec la métropole de Strasbourg et qui actuellement est repris et complété par l'INRAE. Mais tout ceci, très collectivement, va nous permettre d'alimenter l'organisation des politiques de santé, l'organisation des politiques agricoles, et est parfaitement connecté avec les limites planétaires. On n'est pas dans une logique individuelle, mais on est dans une logique collective sur l'ensemble des facettes sur laquelle on retravaille la dimension économique et l'anticipation économique pour montrer que ce sujet a un business case positif. Alors, pourquoi on le fait en Polynésie, par exemple, plus qu'ailleurs ? C'est tout simple, mais j'ai une seule organisation qui s'appelle la CPS, qui est à la fois une sécurité sociale, une mutuelle, et en charge de l'application des politiques publiques. Donc, quand on met en place une sécurité sociale alimentaire avec un rôle social, que chacun puisse manger à sa faim quelque chose qui lui correspond avec un régime équilibré, eh bien, on montre que c'est positif de le faire sur 30 000 personnes. Il y a un budget de 10 millions de francs pacifiques, c'est-à-dire de l'ordre de 100 000
de l'ordre de 100 000 euros qui est déployé. Et avec ces 100 000 euros, qui peut sembler un montant ridicule eu égard aux enjeux, eh bien, on se rend compte que le business case est largement positif et on continue. L'autre raison pour laquelle on le fait, c'est qu'avec 50% d'obésité, la Polynésie est sur le classement peu envié des pays les plus obèses au monde, et que de par les suites des essais nucléaires, il y a énormément de problèmes de pollution des sols, y compris dans des atolls éloignés de tout, comme les Tuamotu, sur lesquels on a besoin, avant d'être capable de produire de l'agriculture vivrienne ou de remanger les poissons du lagon, même si on est 50 ans après les essais nucléaires, de dépolluer les sols et les eaux pour que les gens soient capables de se réapproprier leur accès à l'eau, à l'alimentation et au sol, leur quotidien, et qui y sont. Donc on est vraiment en train de parler résilience, coopération, gouvernance, et la clé, c'est l'action concrète sur le projet. Et j'avais, dans cette phase où le temps nous est compté, et c'est bien normal qu'il y ait une phase d'urgence et d'interaction, quelques questions qui me semblent intéressantes de se poser dans cette logique de santé globale. La question, finalement, de comment se préserver nous-mêmes, qui est ce qui m'a animé par rapport à l'ouvrage, et comment est-ce qu'on arrive à mettre en cohérence la performance économique et sociale, la bonne gouvernance, et un sujet qui nous revient dans la figure comme un boomerang, la prévention des conflits. On a tous en tête ce qui se passe à l'échelle globale et de la géopolitique. Peut-être d'ailleurs qu'on se focalise un petit peu trop sur des noms d'oiseaux en oubliant par exemple que des blocs politiques comme les États-Unis sont des fédérations et que chacun des États sont en train de mettre en place des transformations particulièrement impressionnantes et à une vitesse particulièrement rapide. Mais vous savez probablement que la France est en conflit avec chacun de ses voisins sur la question de l'eau. Un conflit avec la Suisse qui en passe d'être résolue, un conflit avec l'Italie qui en passe de s'envenimer, un conflit avec l'Espagne sur la sécheresse des Pyrénées-Atlantiques qui est extrêmement compliqué, un conflit avec le Brésil, ce qui nous renvoie au sujet débattu ce matin sur la Guyane, l'orpaillage, etc. Et la liste est longue. Et Saint-Pierre et Miquelon est tout sauf un endroit coupé du monde, mais une place géostratégiquement et techniquement extrêmement importante sur laquelle on a beaucoup de conflits à résoudre. Et donc la question de savoir à l'échelle de nos décisions quel est le compromis bénéfice-risque, qu'est-ce qu'on arrive à faire pour en tirer avantage tout en étant redistributif, ce fameux schmilblick qu'on appelle l'économie régénérative sans forcément l'avoir défini et sans savoir ce que c'est, n'est pas du tout tabou et réservé au capital investissement ou au débat avec la Caisse des dépôts et les investisseurs publics. Ça doit devenir un des leviers et un des juges de paix de l'élaboration des politiques publiques. Et peut-être que si on faisait ça, on arriverait à sortir de nos pieds de plomb et de nos directives omnibus actuelles pour redonner une trajectoire qui permette un investissement raisonné, y pour des investisseurs locaux comme internationaux. L'autre chose qui me semble importante à assumer et que je mets en débat dans les transitions, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une idée très précise de la cible pour commencer à agir. Parce qu'à chaque fois, on est capable, et c'est toute la beauté des approches en santé globale, de savoir quels sont les prochains pas qui nous permettent d'être vertueux et de régénérer, et chaque pas va entraîner la suite. Et comme disait un certain penseur de la fin du XXe siècle, j'avais un ami qui avait des idées sur tout, mais il avait surtout des idées, et le gros problème de la prospective, c'est quand même la confrontation au futur. Alors que si on travaille par ces approches bénéfices-risques, on arrive à être sur des trajectoires sereines. Le dernier point que je veux porter à votre connaissance, c'est au final, est-ce qu'on a intérêt à agir plus qu'à non agir ? La dynamique du non-agir, qui est complètement différente de l'inaction, a été développée et théorisée au Japon depuis une quarantaine d'années. Et par exemple, sur un certain nombre d'enjeux de résilience territoriale, on s'aperçoit de l'importance
non seulement de désimperméabiliser, de renaturer, de construire des trames et d'arriver à faire en sorte de faire confiance à la nature pour nous aider globalement à être sur une trajectoire de progrès, mais aussi de l'importance de compléter cette approche par une approche qui est une approche de réensauvagement, où parfois les écosystèmes arrivent par eux-mêmes à compléter et à travailler le travail bien mieux que nous. Certains d'entre vous aiment peut-être, en sortant de la salle, prendre un verre de bon vin que je vous souhaite sans pesticides et le plus naturel possible. Mais on a appris depuis quelques années à rendre les vignes enherbées, à construire les sillons dans le bon sens. Et on se rend compte que quand on se met à planter des abricotiers, des arganiers et des amandiers, on anticipe en fait sur le dérèglement climatique à venir et on fait revenir des faisans qui font qu'en faisant ceci, on arrive à cultiver avec très peu de pesticides et sains entrants. Et mon propos de conclusion, parce que je ne veux pas non plus divulgacher le bouquin, il doit y avoir d'autres trucs intéressants à l'intérieur, c'est de se dire sur l'avenir, j'adore le fait de se poser la question est-ce que ce monde est sérieux ? Il ne faut pas oublier non plus que les enjeux des maladies mentales et d'une bonne santé mentale individuelle et globale font partie des enjeux prioritaires pour notre société occidentale et que ça ne marchera que si on associe à la sobriété heureuse un certain nombre de vecteurs de transformation et notamment le fait de penser en 4D parce qu'on aura ouvert les yeux, décarboné, déconcentré, diversifié et démocratique. Le futur est à nous ensemble, mais ça n'est que par le concret et l'expérience de terrain qu'on arrivera à le construire, et grand merci.